Bonjour, je vous vois. Je vous vois, vous qui avez peut-être atterri ici parce que votre monde, lui aussi, a volé en éclats. Parce qu'un instant, un seul, a suffi à anéantir tout ce que vous croyiez solide, vrai et éternel. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Non pas pour apitoyer, mais parce que je sais, au plus profond de mon être, que dans la solitude absolue, entendre l'écho de sa propre douleur dans la voix d'un autre peut être une bouée de sauvetage. Installez-vous. Ce voyage sera long, douloureux, mais je vous promets qu'il sera vrai. Nous allons revenir ensemble à ce moment précis où ma vie s'est brisée net. Ce jour où j'ai trouvé ma meilleure amie dans notre chambre avec mon mari. Pour comprendre la chute, il faut parfois se souvenir de la hauteur. Avant ce jour, ma vie était un édifice apparemment indestructible, bâti sur des fondations que je croyais de granit. Marc et moi, cela faisait 12 ans que nous nous aimions. 12 années faites de complicité, de projets, de rires partagés au petit déjeuner, de silences complices le soir. Nous avions traversé des épreuves, la maladie de sa mère, une période de chômage pour moi, et chaque tempête, au lieu de nous fragiliser, avait semblé souder notre couple. Nous étions une équipe. Il était mon port sûr, mon phare. Et puis il y avait Sarah. Sarah, c'était bien plus qu'une amie, c'était une sœur. Nous nous étions rencontrés à la fac, deux étudiantes un peu perdues qui avaient retrouvé en l'autre un refuge. Elle connaissait tous mes secrets, mes peurs les plus enfouies, mes rêves les plus fous. Elle avait tenu ma main le jour de mon mariage, c'est elle qui m'avait aidé à choisir ma robe. Elle était là quand je suis rentrée de la maternité, les yeux remplis de larmes après une fausse couche qui avait failli nous détruire, Marc et moi. Elle était le troisième pilier de mon existence, celui sans lequel l'édifice n'aurait pas tenu debout. Notre triangle était parfait, équilibré, solide. Je me croyais invincible parce que je n'étais pas seule. Ce matin-là, tout respirait la normalité, la sérénité. C'était un mardi, je m'en souviens avec une ironie amère. Les mardis étaient mes jours préférés. J'avais fini plus tôt et je rentrais à la maison avec l'impression de voler du temps au temps. Le ciel était d'un bleu immaculé, la lumière était douce, dorée. J'avais fait un détour par la boulangerie du coin, celle où Marc et moi allions le dimanche matin. J'avais acheté des croissants en pensant à son sourire. Ce sourire qui, pendant 12 ans, avait le pouvoir de réchauffer mes journées les plus grises. Dans la voiture, j'écoutais une chanson d'amour à la radio. Je chantais à tue-tête, le cœur léger, inconsciente du précipice vers lequel je roulais. Je repensais à notre conversation de la veille au soir. Nous avions parlé de partir en voyage, en Italie. Peut-être. Il m'avait prise dans ses bras et m'avait murmuré « Tant que je suis avec toi, n'importe où est le paradis ». Des mots qui, aujourd'hui, résonnent comme la pire des trahisons. J'ai garé la voiture devant la maison. Notre maison. Celle que nous avions choisie ensemble, visitée une dizaine de fois avant de signer, en riant de notre indécision. Celle où nous avions peint chaque mur avec amour, où nous avions fait notre premier vrai dîner, assis par terre sur des cartons. Elle était belle, calme. Une fenêtre de notre chambre, à l'étage, était entr'ouverte. Les rideaux blancs que j'avais cousus moi-même bougeaient doucement dans la brise. Un détail anodin qui n'aurait dû signifier que le printemps. Mais quelque chose flottait dans l'air, une étrange quiétude. Ce n'était pas le silence paisible de la maison vide, c'était un silence attentif, presque tendu, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je n'ai pas sonné. Pourquoi aurais-je sonné? C'était chez moi. L'acte d'insérer ma clé dans la serrure était un geste ancré en moi, un rituel de retour, de réappropriation. Le léger cliquetis du pêne qui cède fut le premier clic de ce qui allait devenir un effondrement au ralenti. La porte s'est ouverte sur le hall d'entrée, plongée dans une pénombre familière. Et c'est là que je l'ai entendu. Un rire étouffé, cristallin qui descendait de l'étage, le rire de Sarah. Mon cœur a fait un petit bond de joie. Sarah était là, quelle belle surprise. J'allais pouvoir partager les croissants, prendre un café, papoter, puis, une microseconde plus tard, une question a fugué dans mon esprit. Pourquoi était-elle là, un mardi après-midi, en pleine journée de travail? Et pourquoi ce rire venait-il de notre chambre? Mon cerveau, dans un réflexe de protection immédiat, a construit des échafaudages d'explications rationnelles. Elle était peut-être passée récupérer un livre qu'elle m'avait emprunté. Marc travaillait parfois de la maison. Il avait peut-être eu un problème avec son ordinateur et elle, si douée en informatique, était venue l'aider. Il préparait peut-être une surprise pour mon anniversaire. Chaque hypothèse était plus fragile et désespérée que la précédente, mais je m'y suis accrochée comme à une corde au-dessus du vide. Le sac de croissants était toujours dans ma main, devenu soudain lourd, encombrant. J'ai commencé à monter l'escalier. Chaque marche était une épreuve. Le tapis usé sous mes pieds, la rampe en bois que j'avais cirée la semaine précédente, tout était à la fois hyper réel et totalement irréel. C'était comme avancer dans un rêve, dans un cauchemar dont je ne parvenais pas à m'éveiller. Le couloir du premier étage semblait s'être allongé, se déformant comme dans un miroir de foire.
au bout, la porte de notre chambre, notre sanctuaire. L'endroit où nous partagions nos nuits, nos confidences dans le noir, où nous nous aimions, où nous nous réveillions enlacés. Elle était entr'ouverte, juste une fissure, une fente de quelques centimètres qui laissait échapper un rai de lumière, et maintenant, des murmures. Des murmures que je ne distinguais pas, mais dont l'intonation était celle de l'intimité, de la confidence. Le temps a commencé à se dilater. Je me souviens du motif du parquet sous mes pieds, du bruit de mon propre cœur qui battait à se rompre dans ma poitrine, du souffle court qui sifflait dans ma gorge. Je me suis approchée. Je n'avais pas décidé de le faire. Mon corps avançait, poussé par une force qui n'était plus la mienne, une force macabre et irrésistible qui exigeait de voir, de savoir. J'ai collé mon œil à l'interstice, et le monde a cessé de tourner. Ils étaient là, dans notre lit. Pas en pleine lutte passionnée, non, c'était pire. Ils étaient allongés, nus, enlacés dans la position même que Marc et moi affectionnions le week-end, quand la paresse nous retenait au lit. La tête de Sarah reposait sur son torse, sa main posée à plat sur son sternum. Ses doigts dessinaient des petits cercles lents, un geste que je faisais souvent, un geste qui m'appartenait, un geste qu'elle m'avait vu faire 1000 fois. La couette, celle que ma mère nous avait tricotée, était remontée jusqu'à leur ouest. Sur la table de nuit de Marc, il y avait 2 tasses à café. 2. La mienne, celle avec une étoile filante, était sur la sienne. Et il tenait la sienne, celle avec un renard, dans sa main libre. Il parlait à voix basse. Je n'entendais pas les mots, mais je voyais le sourire paisible, détendu, sur le visage de mon mari, le même sourire qu'il avait pour moi. C'est à cet instant que mon âme a quitté mon corps. Je suis devenue un spectateur, flottant au plafond, observant une scène qui ne pouvait pas m'arriver. Je voyais les vêtements de Sarah éparpillés sur mon fauteuil, sa veste, son jean, son soutien-gorge rouge. Je voyais le parfum qu'elle portait, ce flacon si reconnaissable, posé sur ma coiffeuse, à côté de mon propre parfum. L'air était saturé de son odeur, une odeur douce et fleurie qui se mêlait à celle de Marc, créant un mélange nouveau, sacrilège, qui souillait l'atmosphère de la pièce. C'était une mise en scène parfaite, une parodie obscène de notre intimité. Ils ne faisaient pas que coucher ensemble, ils vivaient un moment de notre vie. Ils volaient de notre quotidien, nos petits rituels, notre amour, pour en faire leur propre secret. La nausée est montée, brutale, acide. J'ai porté une main à ma bouche. Le sac de croissant a glissé de mes doigts et a atterri sur le parquet avec un bruit sourd. Ce fut le déclic. Le son a brisé la bulle. 2 paires d'yeux se sont tournés vers la porte, vers moi. Leurs visages se sont figés dans des expressions que je n'oublierai jamais. Dans les yeux de Marc, j'ai vu la panique pure, animale, suivie d'une horreur absolue. Ses pupilles se sont dilatées. Sa bouche s'est entr'ouverte sur un mot qui n'est pas venu. Sur le visage de Sarah, ce fut pire. J'ai vu la honte, oui, mais fugace, rapidement remplacée par une étrange forme de défi, presque de victoire, avant que la peur ne prenne le dessus. Elle s'est raidie, se cachant un peu derrière lui, un geste qui m'a transpercé le cœur. Il était son protecteur. À moi, l'intruse, il ne restait que le rôle de la méchante, de celle qui dérange. Aucun de nous n'a prononcé un mot. Le silence était assourdissant, chargé de l'effondrement de 12 années de vie. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. Dans ce regard triangulaire, tout a été dit, et rien ne pourrait jamais être réparé. J'ai vu notre passé commun se consumer en 1 seconde. Les anniversaires, les fêtes, les larmes, les rires. Tout était réduit en cendres. L'avenir que nous avions dessiné, les enfants que nous voulions, la maison au bord de la mer dont nous rêvions, tout avait disparu. Il ne restait que cette image, gravée au fer rouge sur ma rétine. Eux, ensemble, dans notre lit. Puis, j'ai tourné les talons. Je ne courais pas, je fuyais. Je suis descendue l'escalier en titubant, m'accrochant à la rampe pour ne pas m'effondrer. Je me suis retrouvée dans la cuisine, le lieu le plus éloigné, le plus terrestre. Le froid du carrelage sous mes pieds nus, je ne me souvenais même pas avoir enlevé mes chaussures, m'a ramené à une réalité atroce. Le choc commençait à se dissiper, laissant place à la douleur. Une douleur physique, atroce, comme si on m'avait arraché une partie de la poitrine. Je haletais, incapable de remplir mes poumons. Les larmes n'étaient pas encore là. C'était trop profond pour les larmes. C'était un séisme intérieur, un cataclysme qui détruisait tout sur son passage. Je suis restée là, sur ce carrelage froid, je ne sais combien de temps. Les secondes, les minutes, les heures avaient n'en perdu toute signification. J'étais une épave échouée sur le rivage de ma propre vie. Le choc initial, cette anesthésie bienveillante de l'esprit, se dissipait peu à peu, laissant place à une douleur si aiguë, si vivante, que chaque battement de mon cœur ressemblait à une décharge électrique dans tout mon corps. C'était une souffrance physique, un poids immense écrasant ma poitrine, m'empêchant de respirer normalement. Je n'étais plus une femme trahie. J'étais devenue la trahison elle-même, une entité faite de déchirure et d'abandon. Puis, il y a eu un bruit. Une porte qui s'ouvrait à l'étage.
des pas hésitants dans l'escalier. Mon corps s'est raidi, chaque muscle tendu à se rompre. L'instinct de fuite a surgi, primitif, urgent, mais mes jambes refusèrent de m'obéir. J'étais paralysée, clouée au sol, obligée d'affronter la suite. Le son de ces pas que je reconnaissais entre mille, ces pas qui m'avaient annoncé son retour tant de soirs avec un frisson de bonheur, résonnaient maintenant comme une marche funèbre. Il s'est arrêté sur le pas de la porte de la cuisine. Je n'ai pas levé la tête. Je fixais intensément un motif dans le carrelage, une petite étoile grise, comme si ma vie entière dépendait de ma capacité à ne pas quitter cette étoile des yeux. Chérie. Sa voix était rauque, étranglée. Ce mot qui avait été une caresse pendant 12 ans, m'a transpercé comme une lame. Il sonnait faux, souillé. C'était la voix d'un étranger. Je n'ai pas répondu. Les mots s'étaient volatilisés dans ma gorge. Que pouvaient-ils bien dire? Quelle explication, quelle justification pourrait jamais combler le gouffre qu'ils venaient de creuser? Le silence qui a suivi était plus lourd, plus accusateur que tous les cris du monde. Je le sentais debout là, incapable de bouger, d'avancer, de reculer. L'ombre qu'il projetait sur le sol me semblait monstrueuse. Écoute, je suis désolée, ce n'est pas ce que tu crois. Une phrase toute faite, sortie d'un mauvais scénario. Ce n'est pas ce que tu crois. La colère, cette colère froide que j'avais sentie poindre, a jailli comme un geyser. J'ai enfin levé la tête. Mon regard a rencontré le sien. Il était pâle, les traits décomposés, les cheveux en désordre. Il avait enfilé un jean, mais était torse nu. Je pouvais voir la marque rouge sur son épaule, là où la tête de Sarah s'était posée. Cette marque était comme un stigmate, la preuve tangible de leur trahison. Pas ce que je crois. Ma voix était un murmure rauque, à peine audible, puis elle a monté, portée par une vague de fureur pure. Pas ce que je crois. J'ai vu, Marc, j'ai vu. Je vous ai vus tous les deux, dans notre lit, sous la couette de ma mère. Tu lui as offert un café dans ma tasse. Qu'est-ce que ce n'est pas, Marc? Qu'est-ce que ce n'est pas? Un cours de gymnastique? Une séance de méditation? Je hurlais maintenant, les mots jaillissant comme du venin. Toute la retenue, toute la dignité que j'essayais de préserver s'était envolée. J'étais humiliation et rage à l'état brut. Il a reculé, comme frappé par la violence de mes paroles. Chut, calme-toi, je t'en supplie. Ne me dis pas de me calmer. J'ai ramassé le sac de croissants à mes pieds et je le lui ai lancé. Il l'a esquivé de justesse, le sac s'écrasant contre le mur, son contenu s'éparpillant misérablement sur le sol. Tu as souillé notre maison, tu as souillé notre lit. Tu as souillé tout ce que nous avions, avec elle, avec ma meilleure amie. Prononcer son nom était au-dessus de mes forces. C'était comme avaler du verre pilé. C'est à ce moment que Sarah est apparue derrière lui, dans l'encadrement de la porte. Elle était habillée, mais ses vêtements étaient froissés. Ses cheveux étaient en bataille. Elle avait le visage tuméfié par les larmes, mais son regard croisa le mien avec une intensité qui me glaça le sang. Ce n'était pas un regard de supplication, c'était un regard de défi, de possession. Comme si c'était elle qui m'avait prise en flagrant délit d'intrusion dans leur intimité. « Laisse-moi lui parler, Marc », a-t-elle dit, d'une voix étonnamment ferme. La simple idée qu'elle m'adresse la parole a provoqué en moi un rejet viscéral. « Toi, tu ne me parles plus. Jamais. Tu ne m'approches plus. Tu es morte pour moi. » Chaque mot était un bloc de glace. « Il faut que tu comprennes. » A-t-elle insisté, faisant un pas en avant. « Comprendre ?» J'ai éclaté d'un rire hystérique, strident, qui me faisait mal aux oreilles. « Comprendre quoi? Comprendre comment tu as pu poser tes mains sales sur mon mari? Comprendre comment tu as pu jouer la comédie de l'amie parfaite pendant toutes ces années, pendant que tu me poignardais dans le dos? Comprendre que tu es une personne malfaisante et méprisable? C'est ça que... Je dois comprendre? Marc s'est interposé. « Arrêtez, toutes les deux! Sarah, s'il te plaît, monte! »« Sarah, monte !» ai-je répété, goûtant l'amertume de ses mots. « Elle monte dans notre chambre, c'est ça? Pendant que moi, je reste en bas, c'est ça le nouveau plan ?»« Ce n'est pas ça, » a-t-il gémi, se prenant la tête entre les mains. « Je ne sais pas quoi faire. » Son hésitation, son incapacité à prendre parti, à la jeter dehors immédiatement, a été la pire des trahisons. C'était la confirmation que je n'étais plus sa priorité, que leur lien, aussi tordu soit-il, pesait désormais plus lourd que 12 ans de vie commune. À cet instant, j'ai su que tout était vraiment fini. L'homme que j'aimais n'existait plus. Il avait été remplacé par ce lâche, ce étranger qui ne savait même pas défendre les ruines de notre mariage. « Je vais partir », ai-je entendu ma propre voix dire, calmement, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il a levé les yeux, surpris. « Où vas-tu ? » « Ça, Marc, ça ne te regarde plus. Pour la première fois depuis 12 ans, ça ne te regarde plus. » Cette simple phrase, l'énoncé, a été d'une difficulté surhumaine. Elle scellait la fin de notre « nous ». Je me suis levée, les jambes tremblantes, ignorant le vertige qui menaçait de m'emporter. Je suis passée devant eux sans les regarder, évitant leur contact comme on évite la lèpre. Monter cet escalier, traverser ce couloir, fut la marche la plus longue de ma vie.
La porte de la chambre était grande ouverte. Le lit était défait, les oreillers encore marqués par l'empreinte de leurs deux têtes. L'odeur de leur étreinte flottait encore dans l'air. J'ai attrapé un sac de sport au fond du placard et j'ai commencé à y jeter des affaires au hasard, sans réfléchir mécaniquement. Des sous-vêtements, un jean, un pull, je prenais ce qui était à moi, ce qui ne portait pas leurs souvenirs. Je suis passée dans la salle de bain, ma brosse à dents à côté de la sienne, nos deux serviettes accrochées côte à côte. Chaque détail était une piqûre de rappel, une petite mort. Quand je suis redescendue, ils étaient toujours dans la cuisine, silencieux. Sarah lui murmurait quelque chose à l'oreille. La voir si près de lui, dans cet échange confidentiel, a achevé de briser ce qui restait de mon cœur. J'ai marché droit vers la porte d'entrée. « Attends !» Marc s'est précipité. « On ne peut pas en parler ? On ne peut pas essayer de trouver une solution ?» Je me suis retournée, ma main sur la poignée de la porte. Je l'ai regardée, vraiment regardée, pour la dernière fois en tant que ma femme. Je voyais l'homme que j'avais aimé, dont je connaissais chaque expression, chaque ridule. Mais il était comme recouvert d'un voile, obscurci par son propre mensonge. « La solution, Marc, vous l'avez. Trouvée ensemble, dans notre lit. Il n'y a plus rien à dire. » J'ai ouvert la porte et j'ai franchi le seuil. Le soleil de l'après-midi m'a aveuglée. Le monde extérieur, avec ses voitures, ses oiseaux, ces gens qui vaquaient à leurs occupations, semblait d'une normalité obscène. Comment la vie pouvait-elle continuer comme si de rien n'était, alors que la mienne venait de s'arrêter net ? Je me suis installée au volant de ma voiture. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à insérer la clé de contact. Où aller ? Je n'avais nulle part où aller. Mes parents habitèrent à des centaines de kilomètres. Je ne pouvais pas leur infliger ça. Pas maintenant, pas par téléphone. Mes autres amies, étaient-elles vraiment mes amies ? N'étaient-elles pas, elles aussi, au courant ? Avaient-elles ri de moi dans mon dos ? La paranoïa, ce venin de la trahison, commençait déjà son œuvre de sape. La confiance n'était plus un réflexe, c'était une forteresse en ruine. J'ai conduit sans but, les larmes brouillant ma vue. J'ai fini par m'arrêter dans un hôtel bon marché, en bordure de ville. La chambre était impersonnelle, triste, avec un papier peint défraîchi et une odeur de renfermé. Je me suis effondrée sur le lit, et là, enfin, les sanglots sont venus. Des sanglots violents, convulsifs, qui me secouaient tout entière. Je pleurais Marc, je pleurais Sarah, je pleurais la femme que j'avais été, cette femme confiante et heureuse qui était morte cet après-midi. Les premiers jours dans cette chambre d'hôtel furent une descente aux enfers sans fin. Après la tempête des larmes est venue une période de sécheresse émotionnelle, une aridité de l'âme bien plus terrifiante encore. Je me réveillais le matin avec la sensation physique d'un poids de plomb sur la poitrine, un vide si profond dans l'estomac qu'il en était nauséeux. La routine macabre s'installait, ouvrir les yeux, l'espace d'une nanoseconde d'oubli bienheureux, puis la vague de boue, le souvenir qui déferlait et anéantissait tout. La scène, toujours la même. Leur corps, leur regard, l'odeur. Elle était imprégnée dans mes narines, dans ma peau, un parfum empoisonné que je ne pouvais laver. Je vivais comme un automate. Me lever, boire un verre d'eau. Regarder par la fenêtre un monde qui avait perdu toutes ses couleurs. Tout était en niveau de gris, comme si la trahison avait volé la chromie de ma perception. Les rires des enfants dans la rue me semblaient agressifs. Les couples main dans la main étaient des provocations vivantes. J'étais devenue une étrangère dans ma propre vie, une spectatrice désabusée d'un film qui n'avait plus ni sens ni intrigue. Ma seule interaction avec le monde était la réceptionniste de l'hôtel, un homme d'un certain âge au regard triste qui, un matin, alors que je venais payer pour une semaine supplémentaire, m'a glissé un sachet de thé et un petit mot « pour les jours sans soleil ». Ce simple geste de bonté anonyme, minuscule, a failli me faire fondre en larmes. Cela m'a rappelé qu'il existait encore de la gentillesse, de l'humanité, en dehors de la trahison qui me consumait. C'était une bouffée d'oxygène dans un sous-marin en perdition. Pourtant, le poison de la paranoïa travaillait en moi. Mon téléphone, éteint depuis mon départ, était un objet de torture. Le allumèrent, ne pas l'allumer, la tentation était folle. Vérifier leur profil, lire leurs messages, chercher frénétiquement des indices que j'avais manqués. Mon esprit, dans une quête masochiste de vérité, reconstruisait sans cesse le passé. Cette fois où Marc était rentré avec une excuse vague et l'odeur d'un parfum dans les cheveux. Le parfum de Sarah. Je l'avais remarqué, mais il m'avait dit s'être arrêté dans un magasin, qu'une vendeuse insistante lui en avait vaporisé. J'avais cru ça. J'avais été si stupide. Cette fois où elle avait annulé un dîner à la dernière minute, prétendant être malade. Était-elle avec lui ? Chaque souvenir heureux était réexaminé, disséqué et trouvé coupable d'avoir caché en son sein le verre de leur mensonge. La colère revenait par cycles, plus forte à chaque fois. Une colère froide et calculée, différente de la fureur primitive des premiers instants. Elle ne visait plus seulement leur acte, mais l'ampleur de la supercherie. Ils n'avaient pas seulement couché ensemble. Ils avaient construit un monde parallèle, une vie secrète qui se jouait de la mienne. Ils s'étaient moqués de moi. Ils avaient venu rire de ma naïveté, de ma confiance aveugle. L'idée qu'ils aient partagé des moments de complicité en évoquant mon nom, mes défauts, mes faiblesses, était insoutenable. J'étais devenue le personnage principal d'une comédie cruelle dont j'ignorais être le spectateur.
Un après-midi, n'y tenant plus, j'ai allumé mon téléphone. Il a vibré de manière hystérique, des dizaines de messages, des appels manqués, la plupart de Marc, quelques-uns de numéros inconnus, probablement Sarah, et quelques amis communs qui semblaient tous s'enquérir de mes nouvelles. Je n'ai ouvert aucun message de lui, je n'en avais pas la force. Mais j'ai ouvert celui de notre amie Clara, la seule en qui j'avais un semblant de confiance. Salut, j'espère que tu vas bien. Marc m'a dit que vous aviez eu une grosse dispute. Il est très inquiet. Tu veux qu'on se voie? Une dispute. C'est comme ça qu'il avait nommé ça. Une dispute. La minimisation de l'horreur m'a mise hors de moi. C'était sa stratégie? Contrôler la narrative, faire passer notre effondrement pour une simple querelle de couple. Je n'ai pas répondu à Clara, je ne pouvais pas. Comment lui raconter? Par où commencer? Les mots me manquaient. Et puis, de quel côté serait-elle? Leur triangle parfait m'avait rendue méfiante de tout le monde. Je me sentais entourée d'ennemis potentiels. C'était l'un des pires héritages de leur trahison. La destruction de ma capacité à faire confiance. Pas seulement à eux, mais à l'humanité entière. La solitude était devenue mon état naturel. Elle n'était plus seulement géographique, elle était ontologique. Je me promenais dans la ville, invisible, un fantôme parmi les vivants. J'observais les gens, leur vie banale, leurs petits soucis, et j'éprouvais une jalousie amère. J'aurais donné n'importe quoi pour retrouver l'ennui de ma vie d'avant, sa tranquille normalité. La douleur de la trahison est un deuil multiple. On pleure la perte de la personne, de l'amour, de l'amitié, mais aussi la perte de soi, de son histoire, et de sa foi en un futur prévisible. Puis, un soir, alors que je regardais sans les voir les lumières de la ville depuis ma fenêtre, quelque chose a changé. La colère, qui avait été mon carburant, s'est épuisée. La tristesse, qui m'avait submergée, s'est calmée. Il restait une lassitude immense, une fatigue de l'âme. Et dans ce silence intérieur, une petite voix, presque un murmure, s'est fait entendre. « Tu es encore là ». Ce n'était pas un cri de victoire. C'était une simple constatation. Malgré tout, malgré la douleur, le chagrin, la trahison, je respirais encore. Mon cœur battait encore. Je n'étais pas morte. L'image qu'ils avaient tant brisée, c'était celle de la femme que j'étais avec eux. Mais il restait un noyau, une essence que même leur duplicité n'avait pas réussi à anéantir. C'était une révélation minuscule, mais capitale. Le lendemain, pour la première fois, j'ai pris une douche en y pensant. Je me suis lavée, pas seulement la peau, mais symboliquement. J'ai essayé de chasser l'odeur de la trahison qui me collait à la peau. J'ai mis des vêtements propres. J'ai quitté l'hôtel et je suis entrée dans un petit café. S'asseoir à une table, commander un café, rester là, à observer la vie, sans fondre en larmes, ça a été une victoire. Une victoire minuscule, mais une victoire quand même. Je n'avais pas pardonné, je n'avais pas oublié. La douleur était toujours là, vive, présente, mais elle n'occupait plus tout l'espace. Une infime partie de mon être commençait à se réveiller, à s'intéresser à autre chose qu'à sa propre agonie. Je ne savais pas qui j'étais, ni qui je deviendrais. La femme indépendante et forte, la femme brisée à jamais, je l'ignorais. Mais pour la première fois depuis cette journée maudite, j'ai senti que l'avenir, bien que terrifiant et incertain, existait. Il n'était plus un mur noir, mais un brouillard épais à travers lequel il faudrait bien, un jour, avancer. Je n'avais pas choisi ce chemin. Il m'avait été imposé par la lâcheté de deux personnes que j'aimais. Mais il était le mien maintenant, et personne, pas même eux, ne pourrait jamais me le voler. La reconstruction n'avait pas commencé par un grand geste, mais par un simple café, bu seul, dans l'anonymat d'un lieu public, en retrouvant le goût amer et familier de la vie qui, malgré tout, continue.